Le sujet de la restauration est cette fois-ci voilà, sur les roselières, notamment des Grands Lacs. Et donc ça sera une présentation à double voix par moi-même et puis donc Jean-Christophe Clément, que vous connaissez tous parce qu'il a posé beaucoup de questions hier. Et puis qui s'appuie voilà, sur la thèse de Baptiste Beaugiot qui était également au cartel à Chambéry. Donc si on fait un état des roselières des Grands Lacs alpins, on a plutôt voilà, un bilan négatif si on regarde depuis les années 1900. Le lac Léman, actuellement, voilà, c'est à peu près 2% des berges qui restent naturelles au niveau du delta du Rhône, mais sinon on a des berges qui sont globalement artificialisées sur la totalité du lac. Le lac du Bourget, il s'en sort un peu mieux, hein, c'est uniquement 50% des surfaces de roselières aquatiques qui ont disparu lors des 100 dernières années. Et puis le lac d'Annecy, depuis 1900, voilà, c'est 90% des superficies des roselières aquatiques qui ont disparu. Et le peu qui reste sont dans un état plutôt mauvais. Seulement 3% sont en bon état. En même temps en fait, que cette disparition des roselières de ces grands lacs a eu le problème d'eutrophisation également de ces systèmes qui est lié à des apports importants, voilà, notamment de phosphore dans ces lacs. Et finalement, c'est concomitant également à la disparition finalement, de ces roselières qui avaient également un rôle d'épuration de ces systèmes. Et malheureusement, voilà, la dégradation de ces roselières se poursuit. Voilà quelques exemples de pratiques qu'on peut encore voir à certains endroits, avec des bâches qui permettent de recouvrir la végétation ou des coupes qui sont faites dans ces roselières. Les causes majeures de la disparition de ces roselières, hein, c'est l'urbanisation des berges, avec voilà, majoritairement en fait, on va avoir des berges relativement abruptes. Et puis une question chère aussi à Jean-Claude, en fait, c'est que les lacs ont été stabilisés avec un niveau d'eau qui maintenant est stable tout au long de l'année, alors que les roselières ont besoin d'avoir un marnage naturel pour la germination et leur développement. Donc suite à ce constat, il y a des projets en fait, de restauration des roselières, notamment voilà, à Annecy, où ici vous pouvez voir des plantations qui ont été réalisées ici, et puis en fait des structures, notamment voilà, des palissades de bois, des choses assez conséquentes, pour éviter en fait l'effet des vagues sur ces roselières. Souvent sur la restauration des roselières, on a plutôt une entrée biodiversité, où finalement, voilà, est-ce que ces roselières se développent et est-ce que la biodiversité, notamment la faune, revient dans ces systèmes, mais on a rarement en fait une approche fonctionnelle. Et donc nous, ce qu'on doit vouloir voir, c'est finalement, une fois qu'on restaure des roselières, est-ce qu'elles retrouvent leur rôle d'épuration par rapport à différents éléments, et notamment à l'azote, et à ce moment-là que je laisse la place. Hop, voilà, merci. Oui, donc moi je viens en fait à l'origine aussi des zones humides, plutôt en Bretagne, et j'ai travaillé beaucoup sur les capacités tampons des zones humides face aux pollutions azotées diffuses d'origine agricole. Et donc évidemment quand je suis arrivé au cartel et qu'on a discuté avec Florence sur ces écosystèmes lacustres, enfin sur ces roselières lacustres, tout de suite je me suis posé cette question de à quel point on pourrait retrouver un fonctionnement d'épuration des roselières face aux intrants éventuels qui peuvent arriver par ruissellement, érosion, par nappe, et puis qui sont transformés et définitivement éventuellement par dénitrification par exemple, qui sont réduits ou qui sont stockés. Et donc une des entrées, c'est le cycle de l'azote. Alors je vais pas tout vous décrire, le cycle de l'azote est assez complexe. Ce qu'on va retenir, c'est que dans une roselière, on a une phase aérobie, une phase anaérobie qui dépend du marnage, mais quand il n'est pas présent, eh ben c'est statique. La végétation pousse et fabrique de la matière organique qui contient de l'azote organique. Cet azote organique, il est minéralisé en ammonium, qui ensuite est nitrifié en nitrate dans la phase aérobie. Et dans la phase anaérobie, on peut avoir un blocage de la nitrification. Et si on a des nitrates, on a une dénitrification qui transforme ces nitrates en phase gazeuse, et donc c'est une élimination définitive de l'azote. Donc dans le projet de Baptiste, on s'est surtout intéressé à l'ammonium, au nitrate, à la nitrification qui transforme l'ammonium en nitrate et à la dénitrification qui élimine ces nitrates.
On a travaillé sur des transects donc, qui allaient d'une roselière quasi terrestre à de la roselière aquatique et absence de roselière, parce qu'une des questions c'est qu'est-ce qui se passe quand les roseaux disparaissent dû à l'absence de marnage. Une des hypothèses, c'est que le long de ce gradient de, on va dire, de hauteur d'eau, de profondeur, on augmente, on diminue la présence d'oxygène dans les sédiments, et donc on s'attend à ce que la nitrification qui a besoin d'oxygène diminue le long de ce gradient, alors que la dénitrification, elle, devrait augmenter. Classiquement, on considère évidemment qu'il y a aussi un gradient saisonnier avec des activités nitrifiantes et dénitrifiantes plus élevées en été, et puis on s'attend aussi à ce que quand les roseaux sont présents, ils injectent de l'oxygène grâce à leur rhizome dans le sédiment, et donc ils favorisent cette nitrification qui a besoin d'oxygène, et quand ils sont absents, et bien ça s'arrête, et donc la nitrification est bloquée. Voilà les quelques hypothèses qu'on a testées. Le dispositif, donc, ce sont des gradients le long de ces roselières qu'on a répété plusieurs fois et qui me permettent de regarder la qualité de l'eau interstitielle dans le sédiment. On a fait des prélèvements de sol aussi et on est allé voir les teneurs en carbone, en azote et les activités. Voilà un premier résultat pour tout de suite dégager une question, c'est l'absence de variation saisonnière finalement dans les activités nitrifiantes et dénitrifiantes. Donc là vous avez des activités de la nitrification dans les sédiments à différentes saisons. Bon, on a une différence là pour Annecy ponctuellement, mais globalement c'est assez homogène et c'est vrai aussi pour le Bourget. Et on retrouve la même absence de variation saisonnière pour la dénitrification. Donc ça nous a permis de pouler certains data. Donc cette hypothèse-là, elle est invalidée dans nos systèmes. Ensuite, on a regardé donc la nitrification le long de nos transects. Alors, je suis désolé, là c'est un petit peu caché, mais ça va apparaître. Là, c'est la roselière terrestre. Là, on est dans les roselières aquatiques, et là, il n'y a plus de roseaux. Pour la nitrification et la dénitrification, on voit qu'on a des activités très fortes en roselière terrestre, mais tout de suite, ça s'annule dès que la présence d'eau est là. Et la dénitrification, c'est un peu pareil, même si on a des activités qui sont mesurables et non négligeables. On a regardé le carbone total dans les sédiments qui chute, mais qui reste à des degrés, à des pourcentages relativement raisonnables. Et ça, c'est bien connu. On a une accumulation de matière organique dans ces systèmes anaérobies principalement. Pour les nitrates, ils sont présents en roselière aquatique, ils disparaissent dès qu'on rentre dans la roselière, en roselière terrestre. Ils disparaissent dès qu'on est dans la roselière aquatique. Et puis on a quelques influx de nitrates dans le lac du Bourget. Et puis pour l'ammonium, là on n'en a pas du tout en terrestre, en roselière aquatique, et on a des pics quand les roseaux sont absents. Et ça c'est l'azote total du sédiment, qui montre, lui, une décroissance liée à l'utilisation des ressources. Et puis le carbone organique dissous, ça on l'a mesuré dans l'eau interstitielle, c'est important parce que c'est le carburant des bactéries dénitrifiantes, elles ne dénitrifient pas sans carbone. Et là, on peut constater qu'il y a tout ce qu'il faut partout, de façon à peu près homogène. Alors je me concentre que sur la nitrification, la fabrication, la transformation d'ammonium en nitrate. On a vu qu'on avait un pic en roselière terrestre et puis plus rien. Et une question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'il y a un lien avec la densité de roseaux? Donc on a regardé comment les concentrations d'ammonium dans le sédiment réagissaient à la présence, à la densité de roseaux, et on s'aperçoit qu'on a des pics d'ammonium uniquement en absence de roseaux. Dès qu'on a du roseau, les concentrations d'ammonium sont faibles. Alors, si on translate ça ici, je suis désolé, c'est un petit peu inverse, mais globalement, les concentrations en ammonium sont faibles ici, et puis il y a un pic dès qu'on sort de la roselière. La dénitrification, c'est un petit peu la même chose. On a des activités assez fortes ici, et puis faibles, mais non négligeables. Et ça correspond, par contre, à des concentrations en nitrate très faibles. Donc on peut se poser la question, comment on peut avoir de la dénitrification alors qu'il n'y a quasiment pas de nitrate? Par rapport aux hypothèses, on a bien le gradient de nitrification qu'on attendait le long des profondeurs, mais c'est plutôt du mode on-off, c'est-à-dire qu'il y en a et puis après il n'y en a plus. Et elle est surtout faible dans les sédiments, alors que même quand il y a des roseaux qui apportent de l'oxygène. Donc pourquoi une nitrification qui a besoin d'oxygène qui est apportée par les roseaux n'a pas lieu? C'est une question. Pour la dénitrification, le gradient est inverse, et ça on s'y attendait pas. Et ce qu'on peut se poser, c'est comment on peut avoir de la dénitrification faible alors qu'il n'y a pas de nitrate.
Pour répondre à la première question, l'absence de dénitrification au niveau de la roselière aquatique, eh bien, en fait, je vais assez vite parce que je suis en retard, on considère que ici, la nitrification n'a pas lieu parce que les roseaux qui sont présents, même s'ils envoient de l'oxygène, ils sont tellement compétitifs pour le prélèvement d'ammonium que les nitrifiants n'ont pas d'ammonium, les bactéries nitrifiantes n'ont pas d'ammonium pour les transformer en nitrate et donc du coup, pas d'activité. Par contre, dès que les roseaux sont absents, et donc ça c'est important quand une roselière se dégrade, et que les roseaux disparaissent, et ben, il n'y a plus de compétition, mais il n'y a pas d'oxygène non plus, et donc là l'ammonium s'accumule et on a des gros pics d'ammonium. Pour la dénitrification, moi la question c'était que pourquoi on a un peu de dénitrification ici alors qu'on n'a pas de production de nitrate, puisque la nitrification est morte. Et ben, ça suggère qu'on a des entrées allochtones soit par le lac directement, soit par la nappe qui permet d'alimenter les dénitrifiants en nitrate et faire que leur activité se fasse. Donc j'ai été très vite, je suis désolé, peut-être trop détaillé, mais en gros, ce qu'on retient de ce tout petit bout de la thèse de Baptiste, hein, il y a plein d'autres choses, plein d'autres aspects, c'est qu'en absence de marnage qui est imposé à ces lacs, à ces grands lacs, donc Bourget et Annecy, les roselières dépérissent, donc on perd de la profondeur de roselière, donc les roseaux meurent, leurs rhizomes aussi, et du coup il y a moins de prélèvement d'ammonium dans le sédiment qui lui, du coup, a tendance à rejeter cet ammonium d'abord dans l'eau interstitielle et éventuellement dans l'eau du lac. Donc après, quelle est la part, est-ce que c'est négligeable par rapport à l'ensemble du lac, sachant que la roselière ne fait qu'une bordure et elle n'est pas partout présente? On peut se poser cette question-là, mais malgré tout, on peut conclure que quand les roseaux s'en vont, on modifie nettement, localement en tout cas, le cycle de l'azote avec des augmentations de concentration en ammonium qui ensuite auront des conséquences qui restent éventuellement à déterminer. Voilà, merci.